mesure de la température absolue. Bon, tout d'abord, une remarque évidente. Si j'ai un thermomètre qui est capable de me donner, en fait, je peux en avoir plusieurs, du moment que j'en ai un qui me donne la température absolue, je peux calibrer tous les autres avec ce thermomètre-là. Tout le monde est d'accord? Parce que j'ai juste à mettre les deux thermomètres en contact thermique. Puis quand celui que j'ai calibré avec la température absolue, ben, il va être capable de me dire, OK, quand le paramètre thermométrique de celui-là a telle valeur, ben, ça vaut telle température absolue. Par exemple, on peut avoir des résistances qui dépendent de la température. Puis, par exemple, la relation peut être, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça, qui n'est même pas linéaire. Mais ça, la résistance, ça peut être notre paramètre thermométrique. Donc, quand j'ai une certaine valeur de la résistance, j'ai mon thermomètre qui a été calibré, puis ça me donne la température. Alors, donc, je peux construire un appareil, si vous voulez, où je vais être capable de lire la température absolue, parce qu'avant, je vais avoir fait le travail de trouver pour chaque résistance à quelle température absolue ça correspond. Ouais. Donc, on peut construire une espèce de thermomètre numérique. Donc, tout ce qu'il fait, c'est de mesurer la résistance, puis ça nous donne la température. Donc, il y a deux façons de mesurer la température. Une, c'est à partir de résultats théoriques. Par exemple, à P constant, si je regarde le volume 1 sur volume 2, ça va être égal à température 2, température 1, pardon, sur température 2. Pourquoi? Ben, parce que PV est égal à KBT. Donc, si la pression est constante, je peux mesurer des rapports de température absolue, évidemment à condition d'avoir un graphe parfait. Ou vous allez faire des problèmes avec du magnétisme, avec des spins. Puis là aussi, on va avoir une relation entre l'aimantation et la température absolue. Donc, encore une fois, on va pouvoir faire le lien entre la température absolue et puis une quantité mesurable qui va être l'aimantation. Une deuxième façon, c'est avec des mesures macroscopiques. On va voir, on n'a pas encore vu, mais on va voir que dans le cas d'une machine réversible, une machine, je vous ai dessiné une machine avec Clausius juste au début, tantôt. Donc, la valeur absolue de Q1 sur Q2, c'est égal à T1 sur T2 si la machine est réversible. Donc, ça, c'est un petit peu plus subtil pour le moment, mais c'est ça. Puis, une façon un petit peu plus abstraite aussi, c'est de dire que la différence d'entropie, c'est dQ sur T. Pardon. Puis, delta S, c'est une fonction d'état. Hein, ça dépend juste de l'état initial et de l'état final. dQ, ça se mesure. La seule façon que ça ne dépend pas du chemin parcouru, hein, c'est juste l'état initial et l'état final, c'est que la température absolue a été bien déterminée. Monsieur, j'ai une question. Oui, vas-y. Est-ce que ça se mesure, l'entropie? Oui, oui. Par exemple, exactement comme ça. Ça, c'est une façon. Ah, mais on mesure quelque chose d'autre pour obtenir l'entropie, mais on ne mesure pas directement l'entropie. Non.
Donc, dans un réservoir, par exemple, changement d'entropie pour un réservoir, c'est égal à la chaleur absorbée sur la température absolue. Donc, il faut mesurer la température absolue, puis la chaleur. Une autre façon de le voir, c'est que on a vu que 1 sur T, c'est égal à ds dE, ou si vous voulez, c'est égal à KB d log oméga dE. Autrement dit, ce qu'on est capable de mesurer, c'est des dérivés de l'entropie. D'accord? Puis la température, c'est une dérivée de l'entropie. Ça nous donne l'entropie par intégration. Mais effectivement, c'est très difficile de mesurer l'entropie directement. Il faut y aller par intégration. Puis même quand on fait des calculs, en fait, quand on fait des calculs simples, il y a moyen de calculer l'entropie directement, vous l'avez fait. Mais il y a certains cas, par exemple, certaines méthodes avancées qui mesurent, par exemple, là, quand on avait la simulation des spins avec le modèle Ising, on peut mesurer l'aimantation, etc. Mais mesurer l'entropie, c'est pas mal plus compliqué que ça. Il faut le faire faut le faire en intégrant comme ça. C'est une bonne question. Est-ce que tout le monde est content? Là? Tout le monde voit ça? Donc, c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps à découvrir l'existence de l'entropie, parce que c'est une quantité plus abstraite. Hein? Ce qu'on mesure, c'est des dérivés de l'entropie. C'est ça qui va nous donner l'état le plus probable. Lorsque les températures sont égales, dans l'ensemble microcanonique, on obtient l'état le plus probable. Donc, quand on a l'échelle Celsius, par exemple, ou d'autres, l'échelle Fahrenheit, ça prend toujours 2 points pour les définir. Hein? Donc, vous vous souvenez, Fahrenheit, il avait défini un des points, donc le 0 Fahrenheit, comme étant la température à laquelle une certaine solution de, j'ai oublié la substance, en tout cas, on met l'équivalent du sel, c'est pas du sel, mais on met quelque chose dans l'eau, puis l'eau va geler en bas du 0 Celsius, puis ça, c'est le 0 Fahrenheit. Puis 96 Fahrenheit, c'était la température d'un cheval. Puis, dans le cas de Celsius, lui, il avait procédé à l'envers. Il avait décidé que 100 Celsius, c'était la température de congélation de l'eau, puis 0, c'était la température d'ébullition. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça qu'il avait fait. Mais là, pour l'échelle Kelvin, on a déjà un 0 absolu, d'accord? Donc, on a besoin de fixer juste un point. Donc, la façon dont c'était fait jusqu'au 16 novembre, donc avant le 16 novembre 2018, ce qu'on avait fixé comme la façon dont l'échelle Kelvin était fixée, c'est qu'on regardait le diagramme de phase de l'eau. Donc, pression, température. Et puis, dans le diagramme de phase de l'eau, ce qu'on a, c'est une phase liquide, une phase gazeuse, puis une phase solide. Puis ça, c'est l'eau pure. Pas d'air autour, c'est vraiment l'eau pure dans un contenant. Donc, vous voyez, il y a un point ici où les 3 phases sont en coexistence. Ça s'appelle le point triple. Puis le point triple est assez facile à trouver parce que vous savez que, mettons qu'on retourne un peu en arrière, puis on regarde ici à la pression atmosphérique. Si on est à 100 degrés Celsius, à la pression atmosphérique, on peut faire bouillir l'eau. Puis la température ne change pas. L'eau bout à 100, donc on peut mettre de l'énergie. Tout ce que ça va faire, c'est convertir le liquide en vapeur.
Donc, le long de cette ligne-là, il y a une certaine stabilité, si vous voulez. La température ne bouge pas. Ici, c'est la même chose, la température ne bouge pas. Donc, quand on voit de la glace, du solide et du liquide en même temps, on sait qu'on est à ce point-là. Puis on a le droit de se tromper un peu, de rajouter un peu de chaleur, d'en enlever un peu. Tant qu'il reste les trois phases ensemble, on sait qu'on est à cette température-là. Donc, on a défini que ça, c'est 273,16 Kelvin. Puis en même temps, on a défini l'échelle Celsius, c'est-à-dire qu'on a dit que l'échelle Celsius, c'était que 0 degrés Celsius. Donc, dans le cas de Celsius, on met 0. Ici, on met degrés. Dans le cas de Kelvin, on ne parle jamais de degrés. On dit Kelvin, point. Donc, 0 Celsius, c'est 273,15 Kelvin. Donc, le point triple de l'eau est à 0,01 degrés Celsius. Qu'est-ce qui est arrivé le 16 novembre 2018? On a changé les définitions. C'est-à-dire que vous voyez que ici, dans ce cas-là, il faut que je mesure la constante de Boltzmann. D'accord? La température ici, par définition, ça c'est 273 Kelvin. Donc, si je réussis à mesurer une énergie, par exemple, qu'on avait E égale 3,5 NKBT. Donc, si j'ai réussi à mesurer l'énergie, puis je connais le nombre d'atomes, bien, ça me donne la constante de Boltzmann. Il y a aussi moyen, on va voir un petit peu plus tard, avec le mouvement brownien, en regardant le mouvement d'une particule qui se déplace dans une marche aléatoire. On peut aussi mesurer, ça dépend de constante de Boltzmann fois température, donc on peut mesurer la constante de Boltzmann de cette façon-là. Ce qui est arrivé le 16 novembre 2018, c'est qu'on a dit, c'est fini, la constante de Boltzmann, elle vaut, donc, KB. B, ça vaut 1,380,649 par 10 moins 23 joules par Kelvin. Si vous voulez, c'est un peu l'analogue ici. On a décidé que la température, ça valait ça en température absolue. Ça nous a défini finalement l'échelle de température. Là, à la place qu'on fait, c'est qu'on définit la constante de Boltzmann, qui est évidemment très près des valeurs qu'on avait mesurées avant. Puis ensuite, pour mesurer la température, il faut mesurer une énergie. C'est la démarche inverse. Donc, si on a E égale 3,5 NKBT, bien KB, on connaît sa valeur. Puis on peut en extraire la température si on connaît l'énergie. Ce n'est pas la façon commode de le faire. J'avoue que je ne sais pas exactement comment c'est fait en pratique, mais l'idée, c'est ça. Est-ce que c'est bon? Donc, plutôt que de fixer l'échelle de température, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on a fixé la constante de Boltzmann. De la même façon que maintenant, on a, plutôt que de fixer mètres, kilogrammes, secondes, ce qu'on a fixé, c'est la vitesse de la lumière, qui a une valeur fixe, la seconde, qui a une valeur fixe, qui correspond à un certain nombre d'oscillations dans une transition hyper fine de l'atome de césium. Puis, on a fixé la valeur de la constante de Planck. Et puis, les trois autres quantités, donc masse, kilogramme, mètre, etc., sont définies par des expériences qui nous permettent de les mesurer. Autrement dit, maintenant, probablement que si on regarde le nombre de chiffres significatifs ici, là, si on va suffisamment loin, probablement que le point triple de l'eau n'est pas exactement à 273,5. Évidemment, en pratique, pour nous autres pauvres mortels, ça ne fait pas une grosse différence. On ne mesure jamais la température à cette précision-là. Mais dans le cas d'expériences très, très précises, il faut se soucier de ces différences-là.
Puis une dernière chose que j'aimerais vous dire à ce sujet-là, que j'aimerais que vous, vous mémorisiez, ou du moins que vous en ayez une bonne idée, hein. C'est que donc KBT, c'est une énergie, hein. Donc, une autre façon d'avoir une énergie, c'est des électronvolts. Donc, un électronvolt, ça vaut approximativement 11 600 Kelvin. Donc, vous savez que à la surface du Soleil, par exemple, la surface du Soleil vaut 5000 Kelvin. Donc, c'est de l'ordre d'un demi-électronvolt. Ça correspond à des transitions atomiques. Et puis, donc, ça donne de la lumière visible. La température de la pièce, 300 Kelvin, c'est 1/40e d'électronvolt, c'est-à-dire 25 milliélectronvolts. Donc, ces ordres de grandeur-là sont importants à connaître aussi. Bon, pour ce qui est de... là, c'est la vraie dernière remarque avant la fin du cours. Si je regarde P, V égale au nombre de moles, que je vais appeler nu, fois la constante des gaz parfaits, fois la température. Si je compare à ce qu'on a trouvé théoriquement, c'est-à-dire le nombre d'atomes fois KBT, ben, on se souvient que le nombre d'atomes, c'est égal à quoi? Le nombre d'atomes, c'est égal au nombre d'Avogadro, que je vais appeler N0 ici, fois le nombre de moles. Le nombre de moles fois le nombre d'Avogadro. Une mole, c'est un nombre d'Avogadro, 22,4 litres à TPM d'un gaz. Donc ça, c'est le nombre d'atomes fois KBT. Donc de là, on en déduit que la constante des gaz parfaits, c'est quoi? C'est le nombre d'Avogadro fois la constante de Boltzmann. Donc ça se mesure facilement ici. R avec la pression, on sait mesurer. V, on sait mesurer. T, disons qu'on mesure. Le nombre de moles, ben voilà, c'est la quantité de gaz en 22,4 litres. Mais ça ne nous donne pas la constante de Boltzmann, ça ne nous donne pas le nombre d'Avogadro. Vous voyez, c'est le produit des deux qui intervient. Donc, un des objectifs scientifiques d'Einstein au début du siècle, c'était de mesurer le nombre d'Avogadro pour prouver l'existence des atomes. Donc, il a trouvé 3 façons de mesurer le nombre d'Avogadro dans 3 expériences complètement différentes qui donnaient le même résultat, ce qui a donné beaucoup de crédibilité à la théorie atomique. Mais vous voyez qu'une façon de mesurer le nombre d'Avogadro, c'est de mesurer la constante de Boltzmann avant qu'on ait fait ça ici. Donc, puis une des façons de mesurer la constante de Boltzmann, c'est le mouvement brownien. Donc, je vais revenir à ça. C'est une particule qui se déplace à cause de l'agitation thermique. Donc, Einstein s'est intéressé au mouvement brownien. Pourquoi? Pour obtenir la valeur de la constante de Boltzmann. Puis, comme R, c'est facile à mesurer, ça donnait le nombre d'Avogadro. Aujourd'hui, depuis le 16 novembre 2018, le nombre d'Avogadro, il est fixé lui aussi. D'accord? On a donné une valeur qui ne bouge pas. Un peu comme on a décidé quelle était la vitesse de la lumière. Le nombre d'Avogadro, il est fixe. Donc, quand on va avoir une mole de gaz, ce n'est pas exactement 22,4 litres. Il peut y avoir des chiffres significatifs après. Mais aujourd'hui, on peut essentiellement compter les atomes dans un certain sens. Donc, c'est pour ça qu'on a fixé le nombre d'Avogadro. Ça va, est-ce qu'il y a des questions? OK. Donc, on va prendre une pause, mais